Dans le chapitre 8, leçon 1, donc on va commencer le machine learning avec la bibliothèque scikit-learn. Donc on va voir l'introduction à cette leçon, ce chapitre. On va parler de la bibliothèque scikit-learn. On va parler du machine learning, donc l'apprentissage supervisé et non supervisé. Ensuite, on va parler de l'ensemble des données pour le test et pour l'entraînement, pour l'apprentissage. Ensuite, on va parler de l'apprentissage supervisé avec scikit. Donc, on verra c'est quoi le fonctionnement des estimateurs supervisés. Alors, bien sûr, dans le processus de l'analyse des données, donc, la phase de construction des modèles prédictifs et leur validation sont assurées par la bibliothèque scikit-learn. Donc, ce chapitre présente quelques exemples donc, illustrant la construction de modèles prédictifs à l'aide de différentes méthodes. Alors, la bibliothèque scikit-learn. C'est une bibliothèque qui intègre de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, cette bibliothèque a été au début développée en 2007, mais sa première version officielle date de 2010. Donc, vous voyez à peu près avec NumPy, Panda, donc presque c'est la même période concernant les outils scientifiques pour Python. Cette bibliothèque fait partie du groupe SciPy, voilà, un ensemble de bibliothèques créées pour le calcul scientifique et plus particulièrement pour l'analyse de données, dont beaucoup sont présentées dans cette formation. Donc, ces bibliothèques sont généralement appelées scikit. Donc, la première partie, c'est scientifique, et le deuxième, c'est le kit, ça veut dire le package, l'ensemble du groupe. Donc, on va parler de l'apprentissage automatique ou en anglais le machine learning. Donc, tout simplement, c'est une discipline qui étudie les méthodes pour trouver des motifs. Donc, un motif, une structure, une relation cachée dans des groupes d'une grande quantité de données. C'est ça l'intérêt. Et dès qu'on a ce motif, on peut ensuite soit faire le clustering, la classification ou la prédiction. Donc, le système ne se contente pas de mémoriser les données, comme pour, par exemple, concernant en ce qui concerne le traitement des données, donc il ne va pas seulement mémoriser les données, donc il va analyser pour identifier des schémas. Donc il s'intéresse l'apprentissage automatique s'intéresse au développement d'algorithmes, donc ce qu'on appelle les modèles qui apprennent des données et effectuent des prédictions. Chaque méthodologie repose sur la construction d'un modèle spécifique. Voilà. Donc, d'après les données, d'après le secteur, d'après ce qu'on cherche. Donc, il existe de nombreuses méthodes d'apprentissage automatique, chacune possédant ses propres caractéristiques spécifiques à la nature des données et au modèle prédictif que l'on souhaite bien sûr construire. Donc, le choix de la méthode à appliquer est appelé problème d'apprentissage. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça. Donc, le choix de la méthode à appliquer, ou le modèle à appliquer, donc s'appelle problème d'apprentissage ou learning problem. Donc le problème d'apprentissage est le défi de sélectionner l'algorithme le plus approprié pour une tâche donnée. Donc cette décision est guidée par deux critères principaux. La première, c'est la nature des données, et la deuxième, c'est le modèle prédictif que l'on souhaite construire. Voilà. Donc la nature des données a un rôle, a de l'importance concernant cette décision. Voilà. Et le modèle, bien sûr, le modèle prédictif que l'on souhaite construire. Donc la nature des données est-ce que ce sont des données numériques, textuelles, des images ou séries temporelles? Sont-elles propres ou pleines de valeurs manquantes? Les algorithmes sont conçus pour gérer différents types de données. Par exemple, un algorithme de traitement du langage naturel est nécessaire pour analyser du texte, tandis qu'un réseau de neurones, donc convolutifs, ce qu'on appelle, concernant le deep learning, donc, est idéal pour les images. Donc, le type de problème maintenant, donc le type de problème, l'objectif est-il de faire par exemple une prédiction de valeur, par exemple un prix, une température, de classer un élément dans une catégorie, par exemple un email, est-ce que c'est un spam ou non spam, une maladie ou pas de maladie, ou de regrouper des données similaires, donc segments de clients par exemple. Donc on trouve donc par exemple la régression pour les valeurs continues,
la classification pour les catégories et le clustering pour les groupements. Par exemple, si par exemple, notre but est de prédire le prix d'une maison, donc on va utiliser la méthode de régression. OK? Donc, c'est comme type de problème. Donc, prédire le prix d'une maison, donc on va utiliser le modèle ou la méthode de régression. Si on veut par exemple déterminer un email, donc est-ce que c'est un spam ou non, on va utiliser bien sûr la classification. Donc chaque méthode repose sur un modèle spécifique qui sera construit à partir de vos données. Donc le succès d'un projet d'apprentissage automatique réside autant dans le choix judicieux de la méthode que dans la qualité des données elles-mêmes. Donc c'est l'essence même du problème d'apprentissage. Les données à soumettre à un motif lors de la phase d'apprentissage, parce qu'il y a deux phases. La phase d'apprentissage peuvent être des tableaux composés d'une valeur unique, hein, par élément, ou d'une valeur multivariée, c'est-à-dire qui possède plusieurs caractéristiques. Ces valeurs sont souvent appelées caractéristiques ou attributs. En anglais, c'est features ou or ou attributes. Alors, l'apprentissage supervisé et non supervisé. Donc, selon le type de données et le modèle à construire, on peut séparer les problèmes d'apprentissage en deux grandes catégories. Donc, supervisé et non supervisé. On va commencer par le supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est quoi? C'est la méthode de choix lorsque vous avez un ensemble de données avec des réponses connues à l'avance. Et que vous voulez que votre modèle apprenne à faire des prédictions basées sur ces informations, ce qu'on appelle les étiquettes. Donc le principe de l'apprentissage supervisé est simple. On donne au modèle un grand nombre d'exemples avec leur étiquette. L'étiquette, ça veut dire la réponse correcte. Donc le modèle étudie ces exemples pour identifier des schémas et des relations entre les données et leurs étiquettes. Bien sûr, il y a des choses à ne pas faire, donc à éviter. Donc on va voir ça ensuite, après. Donc, on a les données d'entrée, donc les features, ce sont les caractéristiques ou variables que l'on donne au modèle. On a les étiquettes, donc le labels, donc ce sont les résultats que l'on veut prédire. On va prendre un exemple, donc le modèle pour reconnaître un chien. Donc, par exemple, on veut que le modèle reconnaisse un chien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui fournir des milliers de photos de chiens. Hein. Plus il y a de données, plus la machine va apprendre encore mieux, mais à condition. Hein. Il y a une condition à éviter, donc une erreur à éviter. Donc on va lui donner le modèle, on va donc lui donner des milliers de photos de chiens avec l'étiquette chien et des photos d'autres animaux avec l'étiquette correspondante pour chaque. Le modèle apprend à différencier les chiens des autres animaux en se basant sur quoi? Eh bien, tout simplement sur la caractéristique de chaque image, c'est-à-dire l'étiquette. On a l'apprentissage supervisé se divise en deux grandes catégories de problèmes. Hein. Lui-même, donc l'apprentissage supervisé. Donc on a le supervisé et non supervisé, mais le supervisé se divise en deux grandes catégories de problèmes. Donc la classification et la régression. Donc la classification, c'est simple, c'est l'objectif est de prédire une catégorie discrète. Ok? Une catégorie discrète, ça veut dire qu'une limite bien claire entre chaque catégorie. Donc les données de l'ensemble d'apprentissage appartiennent à deux ou plusieurs classes ou catégories. Donc les données déjà étiquetées permettent d'apprendre au système à reconnaître les caractéristiques qui distinguent chaque classe. Donc lorsqu'une nouvelle valeur inconnue, cette fois-ci, du système est prise en compte, celui-ci peut évaluer sa classe en fonction de ses caractéristiques. On va prendre un exemple. Donc déterminer si un email est un spam ou non, identifier un chat sur une photo, par exemple, prédire si un client va se désabonner, ce qu'on appelle le churn. Donc, malgré que ce n'est pas une prédiction, hein, lorsqu'on parle de prédiction, on parle généralement de régression, mais on parle de classification. Pourquoi? C'est pour classifier les gens, les clients, par exemple, d'une entreprise, les clients sûrs de rester et les clients qui vont peut-être se désabonner. Donc on va les classifier dans cette catégorie de clients qui vont peut-être se désabonner, ce qu'on appelle le churn. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Donc lorsqu'elle va les classifier dans cette classe de désabonnés potentiels, elle va par exemple utiliser des promotions ou améliorer le service client pour les retenir, pour les empêcher de se désabonner.
Donc en fin de compte, pour les fidéliser, ainsi réduire le taux de churn. Donc, en tous les cas, ça, c'est par rapport, ils vont compter le nombre d'abonnés au début, dès le début. Ensuite, le nombre de désabonnés. Donc, ensuite, ils vont voir est-ce que ce taux va augmenter ou non. Donc, c'est quoi le comportement des clients qui se désabonnent. On parle maintenant du deuxième problème, toujours de l'apprentissage supervisé, c'est la régression. Donc, l'objectif, voilà, il est clair, est de prédire une valeur continue. Je parle bien de valeur continue. Donc, le cas le plus simple à comprendre est celui où l'on cherche à trouver la droite, décrivant la tendance. À partir d'une série de points, bien sûr, les x et y, représentés dans un nuage de points. Donc, exemple à prédire le prix d'une maison en fonction de sa surface. Donc, on a des données indépendantes, des données dépendantes. Donc, on va utiliser cette ligne droite de régression pour ensuite voir est-ce que ça respecte. Donc, ça, c'est à la recherche du schéma, de la relation entre les données. Par exemple, la température de demain ou le chiffre d'affaires d'une entreprise. Alors, on va parler du deuxième type d'apprentissage, donc c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est un deuxième type de problème d'apprentissage. Donc, il s'agit de méthodes dans lesquelles l'ensemble de l'apprentissage est constitué d'une série de valeurs d'entrée X. Donc, on a un ensemble de valeurs X, par exemple, sans valeur cible correspondante. C'est-à-dire, les données ne comportent pas des étiquettes. Donc, le but n'est pas de faire des prédictions, mais de découvrir la structure sous-jacente des données et de trouver des motifs cachés sans avoir de réponse prédéfinie. On trouve le clustering, comme pour le supervisé, donc il est divisé en deux catégories de problèmes. Donc, le non supervisé est également divisé en deux catégories de problèmes. Donc, le clustering, l'objectif de ces méthodes est de découvrir des groupes d'exemples similaires dans un ensemble de données. Donc, exemple, segmenter des clients en fonction de leur comportement d'achat. Voilà. Ou regrouper des articles de presse par sujet. On trouve le deuxième problème de type non supervisé, c'est réduction de dimensionnalité. Donc, la réduction d'un ensemble de données de grande dimension à un ensemble de données de seulement 2 ou 3 dimensions est utile non seulement pour la visualisation des données, mais aussi pour convertir des données de très grande dimensionnalité en données de dimensionnalité beaucoup plus faible, de sorte que chacune des dimensions inférieures transmettent beaucoup plus d'informations. Donc, par exemple, simplifier un ensemble de données avec des centaines de variables tout en conservant l'information la plus pertinente. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la réduction de dimensionnalité. Outre ces deux catégories principales, donc, il existe un autre groupe de méthodes permettant de valider et d'évaluer les modèles, bien sûr. Donc, on parle des grandes catégories, ok? Les grands groupes. Maintenant, on va parler de l'ensemble de l'apprentissage, ça veut dire les données, et ensemble de tests. Donc, on va parler des données qu'on va injecter dans notre modèle d'apprentissage pour apprendre, pour essayer de trouver le schéma. Donc, en anglais, on appelle ça le training set, donc le jeu, l'ensemble, training set et testing set. Alors, l'apprentissage automatique permet au système d'apprendre les propriétés d'un modèle à partir d'un ensemble de données, bien sûr, et de les appliquer à de nouvelles données. Ça veut dire quoi, les nouvelles données? Ça veut dire une donnée récente ou un prélèvement récent. Donc, c'est l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est comment interpréter les données nouvelles d'après des données anciennes qui ont joué le rôle, qui ont été nécessaires pour faire apprendre notre modèle de tirer des conclusions, d'avoir une vue claire, donc un schéma, une relation. En effet, une pratique courante en apprentissage automatique consiste à évaluer un algorithme. Comment ça se passe? Cette évaluation consiste à diviser les données en deux parties. Donc l'ensemble d'apprentissage, c'est la plus grande, grande partie des données, généralement entre 70 et 80% des données, ils vont servir à quoi? À apprendre les propriétés des données. C'est pour l'apprentissage. C'est sur ces données que l'algorithme apprend à identifier les schémas, les relations et les règles pour faire ses prédictions. Donc le modèle ajuste ses paramètres internes de manière itérative, afin de minimiser l'erreur entre ces prédictions et les valeurs réelles. Donc, on ne parle pas de zéro erreur, mais quand même, il va minimiser l'erreur entre la prédiction et les valeurs réelles. Donc, on va avoir quand même on peut prédire quelque chose de vrai.
Ça, c'est concernant l'ensemble d'apprentissage. Maintenant, l'ensemble de tests, ça va servir à quoi? Pourquoi on a divisé ça? Pourquoi on a créé cette catégorie? Donc, l'ensemble de tests est la partie restante des données. Normalement, c'est entre 20 et 30% qui est complètement invisible pour le modèle. Donc, pendant l'entraînement, son but est d'évaluer la performance finale du modèle sur des données qu'il n'a jamais vues. Donc, tout simplement, l'ensemble d'apprentissage, c'est, par exemple, pour un élève, c'est l'ensemble des mois d'études de l'année. Et l'examen final, c'est l'ensemble de tests. C'est pour évaluer, donc, normalement, les questions. Bon, en général, normalement, pour bien évaluer l'élève, on doit lui poser des problèmes. Donc, on va lui donner des problèmes à résoudre qu'il n'a jamais rencontrés, par exemple, pendant le cursus scolaire. Parce que si on répète le même exercice qu'il a déjà appris pendant l'année scolaire, donc ce n'est pas de l'apprentissage, il va tout simplement nous donner une réponse claire, mais ça va ce problème s'appelle le surapprentissage. Ça veut dire que l'élève ne va pas apprendre vraiment le cœur de la formation. Il ne va pas apprendre vraiment la formation en elle-même. Il va seulement répéter ce qu'il a déjà vu pendant l'année scolaire. Donc c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Alors, cette séparation est cruciale pour éviter le surapprentissage ou overfitting. Un phénomène où le modèle mémorise le jeu d'apprentissage au lieu vraiment d'apprendre, de tirer les conclusions. Donc, mémorise le jeu d'apprentissage au lieu de généraliser ses connaissances. Donc, lorsqu'on généralise nos connaissances, ça veut dire qu'on peut résoudre n'importe quel problème, même si on ne l'a pas encore rencontré. Donc, mais mémoriser un jeu d'apprentissage, ça veut dire que dès qu'il nous donne un problème, par exemple, posé différemment que ce qu'on a appris, donc on ne peut pas trouver le schéma et résoudre le problème. Donc, si un problème performe bien sur le jeu d'apprentissage, mais mal sur le jeu de test, cela signifie qu'il a mémorisé les données d'entraînement et ne pas faire de bonnes prédictions sur de nouvelles données. Voilà. C'est ça. Donc, un élève qui va, par exemple, un élève qui va répondre correctement sur des données qu'il a déjà appris pendant l'année scolaire, par exemple, un exercice le même où il lui ressemble, les mêmes énoncés. Donc, il va répondre bien sûr correctement. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il a appris, ça veut dire qu'il peut-être il y a grande probabilité qu'il a retenu l'information. Donc, il a mémorisé la solution de l'exercice. Mais comprendre vraiment le problème, comprendre et maîtriser les outils pour résoudre, donc comprendre la situation, comprendre les définitions et le cours, ça veut dire que même avec un problème qu'il n'a jamais rencontré, donc il pourra résoudre parce qu'il n'a pas mémorisé les connaissances, il a compris les connaissances. Vraiment, il y a une grande différence entre le savoir et, j'ai oublié, le savoir et les connaissances. Voilà, le savoir et les connaissances. Le jeu de test donc, permet de mesurer la véritable capacité de généralisation du modèle. Donc, si notre modèle, on va lui apprendre avec des données d'apprentissage, un ensemble d'apprentissage. Ensuite, avec le jeu de test, l'ensemble de tests, les données pour le tester, c'est-à-dire des données qu'il n'a jamais rencontrées, on va le tester. Donc, s'il nous donne de mauvais résultats, donc ça veut dire que le modèle a mémorisé au lieu d'apprendre. Donc, c'est pour cette raison qu'on va diviser l'ensemble des données en deux. Voilà, donc le jeu de test permet donc de mesurer la véritable capacité de généralisation du modèle, donc pour le valider ensuite, et bien sûr, on peut dire qu'on peut compter sur lui pour avoir des résultats presque corrects. Donc, on va parler de l'apprentissage supervisé, mais cette fois-ci avec le kit, donc notre bibliothèque Scikit-learn. Donc, ce chapitre présente plusieurs exemples d'apprentissage supervisé. Premièrement, la classification à l'aide de jeux de données Iris,
ou Iris Dataset. Ça, en tout cas, tous les gens qui apprennent le machine learning, ils vont normalement, ils utiliseront le jeu de données Iris. Ça veut dire quoi? Iris, tout simplement, c'est un ensemble de données concernant une espèce, une famille de fleurs. Cette fleur a plusieurs espèces. Chaque espèce a des caractéristiques concernant les pétales et les sépales, les dimensions, la longueur de la sépale et la pétale. Donc, ce sont des prélèvements, des observations qu'on a prélevées sur les fleurs, les différentes espèces. Et chaque espèce a une caractéristique. Donc ça, c'est un jeu de données qu'on va l'utiliser pour apprendre pour cette formation. Donc, la classification, ce chapitre présente plusieurs exemples d'apprentissage supervisé. On a premièrement la classification avec le jeu de données Iris. Donc, on trouve le classificateur des cas plus proches voisins. Donc, c'est le modèle. Lorsque je parle de classificateur, c'est-à-dire le modèle. Hein. Le modèle ou l'algorithme ce qu'on appelle le KNN. En anglais, c'est K, Nearest Neighbor, classifier. Voilà. Et le deuxième, toujours classification, c'est machine à vecteur de support. On va l'utiliser toujours avec le jeu de données Iris. Mais avec la régression cette fois, donc avec la régression, donc on parle toujours d'apprentissage supervisé. Attention, donc l'apprentissage supervisé, on va découvrir la classification et la régression. La classification, on va utiliser le modèle de KNN et le modèle de SVM. On a la régression donc à l'aide du jeu de données diabète cette fois-ci. Donc le diabète, donc c'est un ensemble de données qui contient les prélèvements sur des patients, sur un patient. Alors toujours, on va utiliser la régression linéaire et la régression à vecteur de support. Donc le SVR. C'est comme le SVM, mais plutôt orienté vers la régression. Donc on va utiliser deux jeux de données pour les fleurs iris et pour le diabète. On parle toujours d'apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage supervisé consiste en quoi? À identifier des modèles, comme on a déjà dit, donc des modèles possibles entre deux ou plusieurs caractéristiques en lisant les valeurs d'un ensemble d'apprentissage, donc un schéma. Cet apprentissage est possible car cet ensemble contient des résultats connus à l'avance, donc bien sûr ce qu'on appelle cible ou étiquette. Tous les modèles de scikit-learn sont appelés estimateurs supervisés. Voilà. Donc, utilisons la fonction fit. C'est cette fonction qui va permettre l'apprentissage de notre système qui effectue l'apprentissage. X comprend des caractéristiques observées. Okay? Donc, l'axe des abscisses, il contient des caractéristiques observées. Donc, ce sont les données qu'on va présenter à notre modèle pour ensuite nous donner ensuite le résultat, donc soit classification, regroupement, clustering ou prédiction, tandis que l'axe des Y, les ordonnées, indique la cible. Donc, une fois l'apprentissage terminé, donc l'estimateur peut prédire la valeur de Y pour toute nouvelle observation X non étiquetée. Donc cette opération est réalisée à l'aide de la fonction predict x comme argument passé à cette fonction. Alors, fonctionnement des estimateurs supervisés. En général, le fonctionnement, ça va être en 3 étapes. Hein. On va initier l'estimateur, donc on va faire une instantiation de la classe. Donc vous commencez par créer une instance d'un modèle que vous souhaitez utiliser. Donc une instance, ça veut dire... On ne va pas utiliser la classe mère, mais une instance. On dirait on va créer un objet. Voilà, c'est ça. Une instantiation, donc on va créer un objet. Donc par exemple, pour un classificateur de K plus proche voisin, le KNN, donc le premier, c'est celui-là pour la classification, toujours concernant l'apprentissage supervisé. Donc si on utilise le classificateur KNN, donc on va faire, bien sûr, on va importer le classificateur, notre classificateur. Ensuite, on va créer une variable modèle qui est une instantiation de notre classificateur. On va lui passer ce paramètre. Donc on verra ça ensuite pendant l'avancement du cours. Ça, c'est juste des généralités, juste pour comprendre comment on implémente ça avec Python. Alors, ensuite, deuxième étape, c'est l'apprentissage avec fit, bien sûr.
première chose, on va initier l'estimateur, bien sûr, on dirait qu'on va faire appel à lui. Ensuite, on va lui apprendre avec les données X et Y. Ok? C'est l'étape où le modèle apprend à partir de vos données. Donc le modèle, c'est toujours le classificateur, KNN dans notre cas. Donc c'est l'étape où le modèle apprend à partir de vos données. Les X, c'est la matrice des caractéristiques aux features. Chaque ligne représente une observation, chaque ligne, hein, je ne parle pas des colonnes, chaque ligne représente une observation et les prélever, les relever, les chiffres qu'on a observés, qu'on a relevés à partir d'un appareil ou juste avec une règle, ou en tous les cas, ou température ou autre chose, la pression, etc. Donc par exemple, une fleur dans le jeu de données iris. Voilà. Donc chaque ligne, c'est une fleur. Et chaque colonne, c'est une caractéristique de la fleur. Donc la longueur de sépales, largeur de pétales, etc. C'est l'entrée que le modèle utilise pour faire ses prédictions. Voilà. Maintenant, le Y. Y, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le vecteur cible ou target. Il contient les étiquettes correspondantes à chaque ligne de X. Donc, dans un problème de classification, ce sont les classes. Par exemple, les classes sont les espèces de cette fleur, cette famille d'iris. Donc, cette famille iris, cette famille de fleurs iris, a plusieurs espèces. Normalement, il y a 3 espèces. Donc, c'est quoi ces espèces? Sont les étiquettes, donc la valeur, le vecteur cible ou target. Ça veut dire, ces caractéristiques, c'est X, les X qui contiennent plusieurs lignes. Et chaque ligne contient une fleur avec des caractéristiques, la largeur et la longueur des pétales des sépales. Ça représente les X. Maintenant, les Y, c'est quoi? C'est le target, c'est la cible, ça veut dire c'est l'espèce. Donc, dans un problème de classification, ce sont les classes ou les groupes. Donc, c'est l'espèce. Ça veut dire si on trouve une fleur avec ses caractéristiques de largeur, longueur, pétales bien spécifiques et sépales bien spécifiques, on va la classer dans cette famille Setosa ou versicolore, voilà. Donc, dans un problème de régression, ce sont les valeurs numériques continues à prédire. Donc, ça, c'est concernant non pas la classification, mais la prédiction. Voilà, c'est ça, le X et l'Y. Donc, le modèle utilise ces données pour ajuster ses paramètres internes. Par exemple, pour un classificateur KNN, la fonction fit stocke simplement les données de X et Y. Donc, pour une régression linéaire, en cas où on utilise la régression linéaire, elle calcule les coefficients de la ligne de régression. Ok? On va calculer les caractéristiques de la ligne de régression qu'on a déjà vu dans une précédente leçon, pour afficher les statistiques sur un graphique avec 6 bornes. Alors, pour faire tout ça, donc pour faire appel, pour commencer l'apprentissage, on va utiliser la fonction fit. On va lui passer les X et les Y. Voilà, les X, c'est les propriétés de chaque fleur, hein, les caractéristiques de chaque ligne. Et les Y, c'est la famille, la classe dans laquelle... Donc ça, c'est les étiquettes. Hein. Y sont les étiquettes, c'est-à-dire sur quelle classe. Donc on peut dire que les données d'apprentissage, il va prendre chaque X avec des valeurs bien précises. Et on va lui dire que ces caractéristiques font de cette fleur telle famille. Donc il va apprendre de ça avec les étiquettes. C'est ça les étiquettes, c'est telle famille. Si vous trouvez par exemple une largeur de 2 cm, une longueur de 3 cm, ça c'est par exemple Setosa. Donc ça c'est l'étiquette. On lui a déjà dit c'est quoi comme résultat. Il faut pas oublier qu'on doit diviser les données en 2 catégories, l'apprentissage et le test. Donc le modèle utilise ces données donc, pour ajuster les paramètres internes. Donc à chaque fois itératif, il va ajuster les paramètres internes. Ensuite, il devient autonome. Donc pour une nouvelle donnée, il va être directement, il peut la classifier ou la classer. Alors pour appliquer l'apprentissage, on va faire appel à notre instance de l'objet KNN ou du modèle KNN, donc le modèle qu'on a déjà initié ici, voilà, grâce à cette commande. Alors, neighbor égale 3, ça veut dire que pour 3 espèces, pour 3
3 fleurs, concernant par exemple un graphique de nuage, dès qu'il est proche de 3 points d'une telle classe, par exemple Setosa, donc si la nouvelle fleur elle est proche de 3 points, point ça veut dire fleurs, de 3 fleurs dans le graphique de la famille Setosa, ça veut dire qu'on va la classer avec Setosa. S'il est proche, voilà, en grosso modo c'est ça. Donc modèle fit, ensuite on va passer les valeurs de x pour entraînement et les valeurs de y pour entraînement, les étiquettes. Ok, les x c'est les fleurs et y c'est la famille à laquelle appartient la fleur. Alors la prédiction avec predict, maintenant la troisième étape c'est la prédiction. Donc c'est bon, on a instancé l'estimateur, voilà, en tant que variable. Ensuite, on va commencer l'apprentissage grâce aux données de x et y de notre normalement data frame. Maintenant, la troisième étape, c'est la prédiction. Avec bien sûr la fonction predict. Donc, une fois l'apprentissage terminé, l'estimateur est prêt à faire des prédictions sur de nouvelles données. Donc, x, vous fournissez ici un nouvel ensemble de caractéristiques pour lesquelles vous ne connaissez pas la cible. Donc, ça, c'est de nouveaux prélèvements, par exemple. Donc, on a créé notre modèle, c'est bon, il est prêt normalement. Donc, on lui a injecté des données d'apprentissage, il a appris, on l'a testé, ça a donné des résultats, bons résultats. Donc, ensuite, on va l'utiliser dans la pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à x, bien sûr, c'est quoi? On va lui donner un x. Le x, c'est quoi? C'est, en tous les cas, une nouvelle caractéristique d'une nouvelle fleur. On a découvert une nouvelle fleur, donc on aimerait bien savoir à quelle espèce elle appartient, donc à quelle classe. Donc on va prélever les propriétés de cette fleur, la longueur, largeur des sépales et pétales. Ensuite, on va donner ces valeurs, on va les faire passer à notre modèle. On va lui donner ces valeurs. Ensuite, normalement, s'il a bien appris, il va directement nous classifier cette nouvelle fleur découverte. Donc vous fournissez ici un nouvel ensemble de caractéristiques pour lesquelles vous ne connaissez pas la cible. Le modèle utilise ce qu'il a appris pendant l'étape fit, donc l'apprentissage, pour déterminer la cible la plus probable. Alors, ce n'est pas exact à 100%, mais la plus probable. Pour chaque observation, l'observation, c'est les dimensions des sépales et des pétales. La fonction renvoie un vecteur YPRED, prédiction, pour prédiction Y, qui contient les prédictions du modèle. Donc, on va créer une variable YPRED égale. On va utiliser notre modèle et faire appel à la fonction predict. Et entre parenthèses, c'est là qu'on va passer les nouvelles observations ou nouvelles données prélevées. C'est-à-dire les dimensions des sépales et des pétales de cette nouvelle fleur qu'on a découverte. À la fin, bien sûr, il nous donne le Y. C'est quoi? C'est, par exemple, les familles. Soit Setosa, soit versicolore. Il y a une troisième espèce, j'ai oublié son nom. Alors, le cycle fit predict, donc fit predict, fit c'est la fonction d'apprentissage et predict c'est la fonction pour prédire, pour nous donner le résultat, est un paradigme central de scikit-learn et il se retrouve dans presque tous les estimateurs supervisés, je dis bien supervisés, offrant une interface cohérente et facile à utiliser pour les scientifiques des données et les développeurs.